Bon, donc Jean-Philippe m'a demandé de parler, en fait, tu m'as dit, il faut parler de ce bouquin. Hein, Les secrets de la prospective par les signaux faibles, qui était le dernier livre. Oui, j'ai pris le dernier en fait, mais oui. Il n'y a pas de figure imposée, hein, rassure-toi. Ah ben moi, quand on me dit quelque chose, je le respecte. Hein. Et d'ailleurs, j'ai été catastrophé de risquer d'être en retard, donc j'étais quand même en avance. Donc je vais vous expliquer, ce que je vais vous expliquer, c'est comment on détecte, qu'est-ce que c'est qu'un signal faible, comment on les détecte, et à quoi ça sert. Et donc, je me suis intéressé d'ailleurs à des... J'avais récolté pour vous une information du 30 décembre, donc qui est pas très vieille, pour vous montrer des exemples. Et puis une autre qui est encore moins vieille, qui est du 7 janvier. Voilà. Je vais raconter d'abord une anecdote. Je suis Monsieur Halloween. C'est-à-dire, si on tape sur Google Halloween, KN, ben c'est moi. Enfin, Halloween, on trouve plein de trucs sur moi. J'ai écrit plein de bouquins sur Halloween. Et entre 1997 et 2003, tous les 31 octobre, j'étais à la télé, à la radio, sur Halloween. Et encore cette année, sur Arte, l'an dernier sur Radio Bleu, Normandie. Bon. C'est-à-dire qu'en 97... En fait, c'était même en 95, j'ai eu l'intuition qu'Halloween allait se développer en France. Bon, c'est bizarre, parce qu'il ne se passait rien de spécial. Et puis, j'ai lancé Halloween en 97, donc j'ai créé un gâteau qui est breveté, que j'ai appelé le Samin d'ailleurs. Et puis j'avais la marque Halloween, et il y avait, en 97, il y avait 1000 boulangers-pâtissiers qui fabriquaient mon gâteau, parce qu'ils avaient un moule pour le fabriquer. Et donc, dans toute la France, en commençant par la Haute-Saône jusqu'à Paris, puisque j'ai vendu le concept en Haute-Saône, on fabriquait mon gâteau. Et il y avait deux organismes qui parlaient d'Halloween l'année-là. Il y avait moi et France Télécom. France Télécom, si vous en souvenez, il y avait une opération citrouille. C'était Itinéris à l'époque. Il y avait une opération citrouille au Trocadéro et Porte-Maillot, où il y avait 8000 citrouilles. On lance. Personne, on n'entendait pas parler d'Halloween, tout à coup, on entend parler d'Halloween en 97, et en 2000, j'avais 14 industriels sous licence de marque. Je crois qu'en 2000, j'ai vendu 27 tonnes de gélifiés à la marque Halloween. Bon, et puis, oui, c'est quand même marrant. Puis ça s'est cassé la figure, moi je me suis bien amusé, ça s'est cassé la figure, enfin bon. Et comment vous l'expliquez, ça s'est cassé la figure? Je peux l'expliquer aussi. Ça s'est cassé la figure, mais le mois d'octobre est toujours un mois où on vend plus de friandises que les autres mois de l'année. Le coefficient est 130. Sur un coefficient tout au long de l'année, oui, c'est 130. Sur un coefficient moyen annuel de 100. De 100, le mois d'octobre est 130. Pourquoi? C'est pas pour la Toussaint qu'on les vend, hein, c'est plutôt pour Halloween. Ça veut dire qu'on fête toujours Halloween en France, contrairement aux idées qu'on en a, surtout quand on est parisien. À Paris, pour frapper aux portes d'une maison, il faut le code d'entrée, il faut le code de l'ascenseur, et puis derrière, il y a une Kalachnikov. Bon. Alors, je me suis demandé, une fois que ça avait chuté, mais comment ça se fait que j'ai imaginé qu'Halloween allait se développer? Et il se trouve que, donc, j'y ai pensé en 95, donc il faut faire un retour arrière. Les années 80 c'était les années Frime, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces gars-là, etc. Des années complètement délirantes, même si c'était les années Mitterrand. Et puis ça s'est terminé au début des années 90-93 par la guerre du Golfe, 92. Et puis, si vous en souvenez, tout le monde s'habillait à ce moment-là en noir. Les voitures étaient noires, enfin d'ailleurs un petit peu comme aujourd'hui, moins d'ailleurs, on vend des voitures blanches. Et donc, ce qui était frappant aussi, c'est on a lâché les plastiques, on a lâché les matériaux artificiels, on est revenu à la brique, au bois, au coton, au lin, à la laine, aux matériaux nobles. Si vous avez des souvenirs, si vous êtes un petit peu dans la mode ou autre, si vous vous rappelez comment vous habillez, vous allez retrouver ça. Et puis, les opérations vide-grenier se sont développées. Le Festival des Vieilles Charrues date de 94.
s'appelait Les Vieilles Charrues en 94, ça veut dire c'est un festival de rock, 400 000 personnes. Les marchés de Noël qu'on vient de vivre ont commencé en 98 précisément. Oui. Il existait au singulier déjà à Strasbourg depuis 400 ans. Années. 400 ans. 400 ans. Mais le copier-coller qui était fait dans toutes les villes. Mais complètement. Mais le marché de Noël devant le CNIT à la Défense, où on vendait des importations chinoises, indonésiennes, etc. Enfin, c'était un peu une honte. Mais tout ça, ça date de 98. Et aujourd'hui, on vient de parler du marché de Noël. Donc, énormément de choses qui correspondaient à un retour aux sources. Et Halloween, c'est une forme de retour aux sources. Alors, j'ai étudié Halloween, donc j'ai découvert que les Gaulois, c'était des Celtes. Je pensais que les Gaulois, c'était les Français, les Celtes, c'était les Allemands. Donc, je connaissais rien au truc. J'ai découvert le Nouvel An celte, bien sûr, c'est All Hallow Even, ça veut dire la veille de la fête des saints. Donc, j'ai découvert tout ce principe-là. J'en ai écrit plusieurs livres. Pour expliquer que c'était le Nouvel An celte. On m'a dit, mais non, c'est américain, enfin bref. Enfin, je raconte plein d'histoires. Je me suis rendu compte à ce moment-là, donc en réfléchissant vers 2003, quand ça s'est arrêté pour moi, qu'en fait j'avais eu une intuition. Et l'intuition, c'est une accélération de la connaissance, un excès de vitesse de la connaissance. C'est-à-dire c'est un ensemble de choses qu'on a cumulées en soi, et tout à coup on les ressort. Et là, on est dans le registre de l'irrationnel. Donc, c'est-à-dire, sur le coup, j'ai été incapable de dire pourquoi Halloween allait se développer, comme j'étais à mon compte. C'est moi qui prenais le risque. Et puis, un industriel de la fève qui m'a dit, écoutez, moi je signe, je vous donne une avance sur redevance. Et puis voilà, donc moi, l'opération Halloween, ça m'a coûté à l'époque le dépôt de marque. 250 €? Non, mais c'était en francs. C'était quelques centaines de francs. Et le brevet, c'était 1000 francs. Donc ça m'a coûté rien, parce que ça m'a rien coûté, parce que lui, il m'a payé le... Donc c'est cette intuition qui a fait que je me suis rendu compte qu'Halloween allait se développer. Je ne savais pas trop pourquoi. Et c'était juste. D'ailleurs, j'ai des copains qui travaillaient avec moi à l'époque en me disant, mais attends, t'es incroyable. Moi, je développe des produits, il me faut 100 produits pour en développer 10. Et quand j'en ai 10, il y en a un qui marche. Et toi, tant que tu penses à un produit, tu réussis avec tout ce qui cloche. Pourquoi ça a juté Halloween ? Parce qu'il y a eu le 11 septembre, et il y a eu ensuite un mouvement anti-Bush en France, très fort. Donc un espèce de rejet. Ça a été très fort. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'Halloween s'est développé trop vite, trop fort. Donc ça s'est développé comme un développement d'une entreprise américaine. Donc ça fait peur à beaucoup de gens. Enfin, ça fait peur. Ça fait des effets de... Au système que c'était la machine marketing américaine qui... Voilà, c'est exactement ça. Alors que la Saint-Valentin, c'est purement américain, complètement adopté par les Français depuis maintenant 30 ou 40 ans, alors que la Saint-Patrick, c'est irlandaise. Le Père Noël, c'est Coca-Cola. Donc, je me suis rendu compte que j'avais fonctionné par intuition pour repérer des signaux faibles. Et je me suis donc dit, je me rendais compte que c'était des signaux faibles, que ce que je faisais, parce que j'avais des prestations vis-à-vis d'industriels ou autres, était petit à petit de la prospective. Donc je me suis rendu compte vers cette époque, et j'ai accéléré à partir de 2003 en créant la lettre des signaux faibles. Bon, là, il y a 10 ans de lettres des signaux faibles. Je me suis rendu compte que je détectais des choses qui se passaient et j'essayais d'en faire une certaine matière. Donc j'ai systématisé ce travail des signaux faibles et aujourd'hui, je passe... ce matin, c'était dur, mais au moins 4 heures, sinon 6 heures par jour, à lire la presse. Oui. À lire la presse. Alors, je vais vous montrer un article. Alors là, il y en a plein. Je vais vous montrer un exemple, mais très simple, que dans un journal sérieux comme Les Échos, on nous manipule. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'information qu'on lit, il faut comprendre qui est l'émetteur de l'information. Et quand on sait qui est l'émetteur de l'information, la source,
qui a écrit l'article, pas forcément le journaliste, mais qui lui a donné le dossier de presse, on voit là-dedans quels sont les ingrédients. Alors là, il y avait un article, c'est le mardi 30 décembre, Allemagne, le renouvelable, première source d'électricité. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Ça veut dire qu'en Allemagne, l'énergie renouvelable est la première source d'énergie. C'est le charbon. Ben oui, après, c'est le charbon, maintenant c'est le renouvelable. 50%. Non, c'est la première. La première. C'est la première. Les énergies renouvelables atteignent 25% de la production électrique. Alors voilà, donc c'est cet article-là en première page. Donc en général, on lit vite. Je vous reprends cette capture d'écran. Et on lit « Les énergies renouvelables sont devenues en 2014 la première source de production électrique en Allemagne, selon les chiffres publiés par la Fédération des industries électriques, BDEW, donc Bundesdeutschland Energie. Leur part dans le bouquet d'électricité atteint un record de 25,8%. C'est considérable. Après 24,1% en 2013. Elle passe ainsi devant le lignite et la houille. Ah bon ? Qui représentent respectivement 25,6% et 18%. Oui, sauf que la lignite, c'est de la houille qui n'a pas assez vieilli, sinon c'est la même chose, c'est kiff-kiff dans la bourrique. Et 25,6 plus 18, ça fait 43,6. Et 43,6, c'est plus que 25,8. Je vais chercher l'article. Et voilà le schéma qui est associé dans l'article. Donc dans ce schéma, on a les énergies renouvelables dans leur ensemble, sauf qu'on ne distingue rien. Ça peut être de l'hydroélectricité, bien sûr, ça peut être du solaire, et ça peut être de l'éolien. Et on voit effectivement que c'est devant la houille et la lignite, en masse globale. Sauf que dans ce schéma, il y a une chose dont on ne parle pas du tout, c'est que la part du nucléaire a augmenté. Mais ça, on n'en a pas entendu, rien du tout. Donc, en 2014, l'Allemagne qui a dit en 2011 « j'arrête le nucléaire », en 2014, sa part du nucléaire est passée de 15,4 à 15,9%, ce qui est une augmentation considérable, qui est plus spectaculaire comme augmentation que l'augmentation des énergies renouvelables, ou d'ailleurs que de l'augmentation du lignite, la houille étant en baisse. Ensuite, il y a le gaz qui baisse, mais là on le sait. Bon. Donc l'information du jour, c'est pas que l'énergie, que le renouvelable est le premier poste, mais c'est que le nucléaire est en hausse. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec la même source d'information, on peut dire deux choses qui a priori sont complètement contradictoires. Donc ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi ce type d'information et pourquoi le BDEW, la Fédération des industries électriques allemandes, néglige de dire que la part du nucléaire a énormément augmenté en Allemagne en 2014 sur 2013, alors qu'on a dit qu'on arrêtait le nucléaire. Alors, ça, je vais dire, c'est pas tous les articles qui sont comme ça, mais énormément d'articles sont comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une manipulation de l'opinion, ça veut dire qu'il y a là-dedans des informations qui sont intéressantes et qui n'apparaissent pas au premier coup. Donc on les a sous les yeux. Je veux dire, ça c'est les Échos, un journal sérieux. Les Échos, je les lis 2 heures tous les jours, même si j'écris dans la Tribune une chronique toutes les semaines. Depuis presque un an et demi. Mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'à partir du moment où on s'intéresse à un fait, un sujet, en lisant l'information qui est écrite dessus, on verra d'autres choses. Et j'ai pris, mais je m'amuse, quand je fais des prestations en entreprise, je m'amuse en général, comme là, à prendre des informations récentes et à montrer comment un même journaliste a écrit une chose et son inverse à quelques jours d'intervalle. Comment une information a été complètement manipulée, parce qu'en réalité, on est sur un autre sujet.
ce schéma-là dans l'information qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le CAP 21 qui aura lieu au COP 21 qui a lieu à la fin de l'année en France sur l'évolution de l'énergie dans le monde, ça c'est un schéma dont je pense on ne va pas parler. Et pourtant, c'est une capture d'écran, enfin voilà, c'est quelque chose qui est sorti. Je ne suis pas en train de vendre quelque chose, je suis en train de rechercher des informations pour me dire, est-ce que c'est sincère ou pas? Alors, ça c'est mes recherches d'informations. Donc, je dirais que tous les jours, je vois des informations comme ça. Je prends un autre exemple dans un autre sujet, qui était, parce que ça m'avait vraiment frappé, c'était la faillite du mobilier européen. Je ne sais pas si vous connaissez le mobilier européen, c'est Atlas, Fly, etc. Donc Atlas, Fly, etc. a fait faillite. Ikea en fait partie. Comment? C'est du mobilier européen. Lequel? Non, Non, c'est le groupe. C'est le nom d'un groupe. C'est une société qui s'appelle Mobilier Européen. Ah, mobilier européen, ah, d'accord. Oui, C'est pas l'éco-business. Ah oui, je croyais que... C'est comme... Ah oui, j'ai pas compris. c'est comme... mobilier européen, c'est un acteur économique. Bon, non, il regroupe Atlas, Crozatier, ah oui, c'est ça. Fly, et puis les magasins mobiliers européens qui sont des indépendants. Et quelques jours après ou avant, l'ensemble des fabricants de meubles, l'ensemble des distributeurs de meubles demandent qu'une aide soit portée. Alors, fort de cela, on demande qu'une aide soit portée, une sorte de malus-bonus, enfin de bonus-malus, qu'on achète des meubles et qu'on ait des aides de l'État pour acheter des meubles. Le problème, il n'est pas là. Si Mobilier Européen meurt, c'est parce qu'on est à 300 000 logements par an. Le meuble, on l'achète en équipement ou en rééquipement, essentiellement. Quand on va dans un appartement, soit c'est son premier appartement, soit on achète son deuxième appartement, on met des nouveaux meubles. Si on n'a pas de nouveaux appartements, on n'a pas de nouveaux meubles. Et non seulement celui qui va dans cet appartement nouveau ou cette maison va acheter des nouveaux meubles, mais il va libérer un appartement où quelqu'un viendra, et en général c'est pour un logement plus grand, quelqu'un viendra et donc achètera des meubles. Donc le problème n'est pas tellement le meuble en tant que tel, mais c'est Cécile Duflot et toute la démarche économique qu'elle a fait pour mettre à plat le bâtiment et l'artisanat du bâtiment. Mais ce qui m'étonnait, c'est que la journaliste en question n'a pas fait le rapprochement entre ces éléments-là. Donc ça c'est mon job de rassembler tout ça. J'ai toute une technique qui permet de rassembler ces signaux faibles. De le rassembler, puis d'avoir un œil critique pour pas te faire empapaouter par un faux signal faible. Parce que l'article que tu cites là, si on lit au premier degré, sans avoir l'œil averti que tu as, ça t'entraîne sur une mauvaise piste. Ben oui, automatiquement. Donc là, ici sur le nucléaire, on voit bien que les Allemands veulent, à la limite, ignorer le fait qu'ils produisent plus de nucléaire qu'avant, parce que... oui, non, c'est aussi le total a baissé entre 2013 et 2014, un petit peu. Donc, ils produisent du nucléaire, ils ne sont pas en train de fermer leur nucléaire, il y a quelque chose qui n'est pas sincère. Donc, je rassemble ces informations, l'ensemble de ces signaux faibles, donc j'ai différents types de classements qui fait que je recroise les informations naturellement. Et puis après, je travaille avec mes clients en termes de prospective. Alors la prospective, je suis sur une démarche qui s'appelle les scénarios dynamiques. Les scénarios dynamiques, c'est de me dire avec un industriel, non, j'aurais peut-être dû d'abord définir ce que la prospective, c'est voir loin. Sauf qu'un prospectiviste voit loin, voit large, voit profond, comme le disait Gaston Berger. Et donc il doit voir loin, son rôle n'est pas d'avoir une vision unique. Celui qui a une vision comme ça, il fait de la stratégie. Donc à mon sens, la prospective stratégique n'existe pas, parce que la prospective ouvre, la stratégie ferme. Je travaille en vision avec différents types de sociétés, dans le groupe Auchan, ou avec j'ai différents industriels avec lesquels je travaille. C'est pas moi qui vais leur dire ce qui va arriver demain. Je leur apporte des éléments pour qu'ils jugent de ce qui peut arriver demain. Si on prend deux entreprises, par exemple, qui se cassaient la figure il y a 20 ans, IBM et Apple, hein, souvenez-vous, il y a 20 ans, ils étaient tous les deux en train de... Il y a 20 ans. Gessner, c'est 94. 90. Ah oui, 90. Ouais.
J'ai situé à peu près à la même époque. Bon, disons, on a quelques années près, ils étaient toutes les deux en train de se casser la figure. Ces deux boîtes font deux métiers différents, non seulement tellement différents qu'aujourd'hui elles se retrouvent à bosser ensemble. Alors qu'à l'époque, c'était inimaginable, et elles avaient des positionnements totalement différents. Et elles avaient des positionnements différents, mais des produits relativement communs. Et aujourd'hui, elles ont des produits quasiment complémentaires, ne font plus du tout le même métier. L'un fait du conseil et des gros ordinateurs, l'autre fait toujours d'ordinateurs, d'ailleurs c'est une grosse part de chiffre d'affaires d'Apple, mais il est sur l'iPhone, enfin bon, d'autres registres. Donc aucun des deux n'a eu tort dans ce qu'il a fait. Donc une entreprise avec laquelle je travaille en termes de prospective, je lui l'amène à imaginer tous les possibles qui existent. Donc une chose et son inverse. Et c'est le principe de mes scénarios dynamiques, c'est de travailler sur une chose et son inverse. C'est-à-dire l'hypermarché de demain, on peut imaginer, il y a toutes sortes d'hypermarchés qui peuvent exister. Il y a l'hypermarché pour les vieux, il y a l'hypermarché pour les jeunes familles, il y a l'hypermarché dans les villes, il y a l'hypermarché à l'extérieur des villes, il y a des hypermarchés très hard discount, il y a des hypermarchés qui sont l'équivalent de grands magasins. Donc il y a différentes manières de voir l'hypermarché. Il n'y en a pas qu'une seule. Ensuite, c'est à l'entreprise de se dire, voilà quelle est ma conviction, quel est mon choix. Donc ça, c'est ma deuxième partie, mes scénarios dynamiques, qui sont la manière dont je travaille en prospective avec les industriels. L'un déteint sur l'autre. Donc, quand je fais mes signaux faibles, bon, je vais vers des extrêmes en me disant tout feu, tout flamme, ça demain, alors là j'ai écrit aujourd'hui, je suis persuadé que la ferme verticale démarre industriellement en 2016. Ferme verticale, vous savez, c'est des bâtiments qui sont en centre-ville, enfin en centre-ville, bâtiments, on va peut-être les mettre en proche banlieue, hein, des bâtiments qui sont complètement clos et dans lesquels on produit de la salade, des fraises, toutes sortes de produits alimentaires. Moi, je suis persuadé, c'est les 4-5 ans que ça se développe, que ça va se développer. Bon, ça va se développer ou pas, je ne sais pas trop. Je développe une conviction. Après, il y a des gens qui peuvent dire, mais non, c'est ridicule, c'est beaucoup trop cher, même si on fait 9 récoltes d'épinards par an au lieu de 4 récoltes, même si, non, j'y crois pas. Okay, on peut ne pas y croire, ou comme on peut y croire. J'ai fait un autre article en disant, ben oui, c'était sur les décisions chinoises depuis fin 2013, on limite les voitures en ville. Et je dis, ben moi, c'est le début de la fin de l'automobile. D'abord, les Chinois sont le premier marché automobile mondial, en production et en consommation. S'ils font ça en limitant ville par ville à 100 000 ou à 50 000 le nombre de nouvelles voitures, un jour ils diront c'est terminé, on vous met des transports. Moi je suis persuadé que demain on aura dans les villes des transports autonomes, électriques, et puis qui nous emmèneront au système de transport plus large. C'est juste, c'est pas juste, j'en sais rien. Mon rôle est d'apporter une conviction, puis de dire ben voilà. Et d'aller sur l'inverse en disant ben non, surtout on va travailler sur l'inverse. Tout le monde a besoin de son système de transport individualisé parce que pour aller d'un point A et d'un point B dans le minimum de temps, il ne faut pas de rupture de charge et donc il faut la voiture individuelle. Bon. On peut parfaitement défendre une chose et son inverse. Ça, c'est ce que j'appelle la théorie du chauffeur de taxi. Alors c'est une théorie que j'avais avant Uber, mais qui est une théorie typiquement française. Mais c'est typiquement français. Dans quelques régions de France, on a compris que c'était pas ça, mais en général, en France, on dit ça. C'est-à-dire que moins j'ai de clients, plus j'augmente mes prix. Plus j'augmente mes prix, moins j'ai de clients. Moins j'ai de clients, plus j'augmente mes prix. À tel point, quand je fais le test en disant aux gens, mais est-ce que vous savez de quand à quand est le tarif de nuit d'un taxi ? En général, genre, je sais pas, c'est de 6h du soir à 8h du soir à 8h du matin, chose comme ça. Ben non, le tarif de nuit, c'est de 5h du soir à 10h du matin. C'est-à-dire qu'on a 4 chances sur 5 d'être en tarif de nuit. Je vois vos visages, mais ça date d'il y a plusieurs années. Hein, ça date d'il y a plusieurs années. Donc c'est la théorie du chauffeur de taxi. Et c'est ce qu'elle est en train d'appliquer à la SNCF, qui fait qu'elle va se vider de sa substance. C'est-à-dire, plus elle augmente ses prix, moins elle aura de monde. Alors peut-être qu'ils vont faire rouler leur car Idébus, mais la SNCF elle-même, je veux dire, le jour où il y a une véritable ouverture des lignes françaises avec des trains étrangers, avec des trains confortables, parce que je suis désolé, mais la première de TGV n'est plus une première remarquable. C'est le tissu, le velours qui est un petit peu plus large, et puis
Hein, sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on fait normalement des sièges qui tournent, on fait des services. Je veux dire que je voulais manger l'autre jour, j'étais en première, j'ai attendu 20 minutes pour arriver à la voiture bar. On m'a dit, il ne reste plus que ça. Mais tu fais la différence entre Thalys et la SNCF, c'est le même équipement, oui. c'est un TGV, oui. mais le service n'est pas du tout le même. Donc on voit comment c'est génial, parce qu'on voit comment la SNCF va dans le mur. Et le gouvernement approuve, tout le monde approuve. Je veux dire, c'est quand même pas normal que l'actionnaire principal soit pas en train de dire, mais attendez, les mecs, allez baisser vos prix. Mais oui, mais parce que c'est la théorie. Alors, on va toucher à la politique, mais c'est la même théorie que plus j'augmente mes impôts, plus je vais rentrer d'argent. Alors que d'autres États disent, plus je vais baisser mes impôts, plus les gens vont consommer, donc ils vont payer de la TVA et ça me reviendra de cette manière-là. Voir les 3% de PIB de l'Angleterre aujourd'hui par rapport aux 0,5%, voire près du 0% français. Mais je me suis amusé à faire un truc. Alors c'est quand même assez amusant. J'ai fait année par année les tops et les flops. Ouais. C'est intéressant. Là où on se plante et là où on réussit. Regardez un petit peu dans le rétroviseur. Voilà. Où est-ce que je me suis planté? Et avant de venir, alors d'abord j'avais repéré une information que je voulais vous donner. Et avant de venir, j'imprime les tops et les flops de l'ensemble du bouquin, les 10 tops et les 10 flops. Bon, il y en a année par année, et puis j'en ai fait une synthèse parce que c'est marrant de voir ça. Premier flop, l'hydrogène comme source d'énergie en 2003. Flop total. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est génial, qui rend complètement modeste. Ce que je vous avais mis comme article, c'est Toyota offre ses brevets pour populariser ses voitures à hydrogène. Donc non seulement c'était pas un flop en 2003, c'était juste, sauf qu'il y a 10 ans, il a fallu 10 ans, c'était trop tôt. Alors c'est ça, c'est très courant. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, en plus j'avais un copain qui bossait dans le nucléaire français, il m'a dit non, l'hydrogène, t'as tes voitures qui vont exploser, tout ça. Alors que fait Toyota? C'est assez marrant, vous savez qu'il a commencé au mois de décembre à vendre une voiture à hydrogène au Japon. Il n'est pas le seul, je crois qu'il y en a aussi. Et puis, il y a aussi, je crois, Honda, je crois, qui le fait aussi. Et puis, cette voiture va être vendue en Europe à partir de dans 6 mois, chose comme ça. Enfin, c'était prévu au mois d'avril, mais bon, c'est... Donc, on a découvert ça avec un intérêt majeur pour la voiture à hydrogène. On charge la voiture en 3 minutes. Alors qu'avec la Tesla, on la charge en 20 minutes. Et avec la technologie française de voiture électrique, on la charge en 6 heures. Alors là c'est intéressant, parce qu'on se rend compte qu'on charge en 6 heures pour faire 250 km. Tesla charge en 20 minutes pour en faire 480. On charge à plein, on peut faire 750 km. Et là, en 3 minutes, on charge pour faire, je crois que c'est 500 km. Mais Tesla, c'est électrique, et là, c'est hydrogène. Voilà. Alors c'est là où le sujet est passionnant, c'est-à-dire que nous autres Français, on s'est plantés. On s'est même planté sur les prises électriques parce qu'on a mal réseauté en France, en Europe, et c'est la prise allemande qui a gagné. Parce que nous, on a été trop sûrs de nous, enfin on n'a pas réfléchi au truc. On était charger une voiture 6 heures pour faire 250 km, alors on a dit aux gens, oui mais sur l'autoroute vous allez payer moins cher le péage. Je veux bien, mais payez-moi aussi l'hôtel sur l'autoroute. Si au bout de 250 km je dois attendre 6 heures pour que ça soit chargé. Et là, alors ça c'était la première chose intéressante, c'est l'apparition de la voiture à hydrogène. Et là, c'est aussi intéressant, donc ça date du 7, ça date d'hier. On est le 8, je crois que c'est ça. Oui. Donc ça date d'hier. Toyota offre ses brevets pour populariser les voitures à hydrogène. C'est-à-dire que Toyota fait la même technique que Tesla. Et là, c'est des choses passionnantes. C'est-à-dire que Toyota fait il ouvre pas loin de 6000 brevets. 6000 brevets, il en garde quelques-uns, pour qu'il y ait d'autres personnes qui fassent des voitures à hydrogène, pour que se développe un réseau de stations à hydrogène. Parce que le problème, c'est le réseau de stations. Alors Tesla Motors l'a résolu, il a aussi ouvert son système. Les gens qui ont une voiture Tesla Motors ont l'électricité gratuite, et tous les 400 km, il met des pompes,
qui sont gratuites pour Tesla, mais ils sont ouverts à d'autres voitures électriques, qui elles vont payer. Alors c'est pour ça que on est dans un monde vraiment, moi je trouve, extraordinaire, qui ouvre des possibilités fantastiques, à condition de ne pas être figé sur son passé. Celui qui dit « on a toujours fait ça, ça sera comme ça », il est foutu. Il est foutu. Je veux dire, c'est quand même marrant que le premier fabricant de voitures électriques en France, c'est un fabricant de papier à cigarette. Et il va devenir premier fabricant d'autocars électriques. S'il y en a d'autres qui se secouent pas, c'est un fabricant de papier à cigarette, c'est Job. Enfin, c'est Bolloré. Ça veut dire que Renault avait raison, mais il a réagi en tant que fabricant de voitures qui change son moteur. Il a oublié tout simplement les consommateurs. Il est parti comme ça. Aujourd'hui, tu le soulignes très justement, j'ai lu un article sur un dossier SIGREF ce matin qui souligne que le pouvoir dans l'effet du numérique, il n'est plus aux industriels, il est aux consommateurs. C'est les consommateurs qui ont le leadership des usages du numérique. Et aujourd'hui, les industriels, ils sont plus suiveurs que consommateurs. Bien sûr. Mais il suffit de sortir ça. Ça a été imposé aux entreprises. On n'a jamais vu un outil comme ça où les consommateurs sont venus, attendez, mais moi, je prends ça, votre téléphone. Non, j'ai ma tablette. La tablette a été imposée aux entreprises. C'est le Bring Your Own Device. Hein? Bring Your Own Device. C'est quand même caractéristique. On change l'entreprise. C'est-à-dire que ma génération, quand on avait une photocopie à faire, on la faisait au bureau. Quand on avait une lettre à taper, on la tapait au bureau. Bonjour. Et on n'allait pas avoir une imprimante à la maison, quand même. D'abord une imprimante, déjà une machine à écrire. Non, mais, donc, et alors là, j'ai les flops. L'or vert français, je suis très triste, mais l'or vert français, c'est un flop. La simplification des produits. Il y avait le compte carbone. Alors ça, c'est le compte carbone consommateur. J'en étais persuadé. Mais je pense que ça existera un jour, et c'est un flop total. Alors que même un hypermarché comme le Leclerc au sud de Lille, je ne sais plus comment s'appelle la ville, ils avaient fait, Leclerc c'était génial, sur le ticket de caisse, combien de carbone on avait acheté. C'était fabuleux. Moi j'ai été persuadé que les tours de la Défense auraient des baromètres de carbone, je suis dans le vert, je suis dans le rouge, et moins mes gens viennent de loin, et plus ils viennent en transport en commun, plus j'ai un baromètre vert. Voilà, donc au lieu d'un truc rouge, donc tout à coup, le carbone, je me suis rendu compte que chaque fois que je suivais l'opinion générale, je me plantais. Alors, 2009, la fin de General Motors, c'est génial comme plantage. Les États-Unis ont produit en 2014 plus de voitures qu'avant la crise. Alors, ils en ont produit plus et ils en ont vendu plus. Nous autres, en France, on n'y arrive pas. Donc, non seulement on ne produit pas plus, mais on ne vend pas plus. On est en dessous. Donc, quand eux... au changement. Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont, je crois... Non, c'était Nissan qui a fermé 35 usines au Japon, quand Carlos Ghosn. Mais là-bas, ils ont fermé plein d'usines. Mais nous, quand on a une usine à fermer, à Aulnay-sous-Bois, une usine qui fait 18 hectares, et il y a 2500 personnes qui travaillent dessus, on est entre Roissy et le Bourget. C'est-à-dire c'est un désert. Le calcul dit il y a 2500 personnes pour 18 hectares, il faut voir combien ça fait de personnes à l'hectare, mais il n'y a personne, quoi. C'est un désert, c'est un immense parking. On ferme un parking et on dit maintenant on va créer des emplois. Mais on n'a pas à pleurer, on n'a qu'à se réjouir. C'est un emplacement extraordinaire. Toutes les zones de Paris-Nord sont saturées. 18 hectares qui se libèrent. Mais c'est formidable. On se plante. Alors General Motors, après les fuites de Wikileaks, un nouvel Internet va naître. Bon. Le concept de nudge. Vous savez, le nudge, c'est le coup de pouce. Alors ça, j'ai croyé que c'était quelque chose qui allait se développer. Vous connaissez ce coup de pouce ? Non. Alors je vais prendre l'exemple qu'il ne faut surtout pas mettre dans les médias parce qu'il est dégueulasse, et puis j'utilise le mot volontairement. Le meilleur exemple du nudge, c'est l'idée, on va aider les gens à bien faire sans les forcer. Dans les toilettes de l'aéroport de Schiphol, les frais de personnel pour nettoyer les gars qui visaient à côté, c'était énorme. Donc ils ont dit, on va mettre une mouche au fond.
Donc ils ont gravé une mouche au fond des toilettes. Ils ont fait baisser les frais d'entretien de 40% ou de 60%. Donc on n'a rien demandé à personne, mais chacun a visé. Exactement, c'est exactement cette démarche-là. Donc c'est le nudge, le coup de pouce. Or c'est un état d'esprit. Dans un hôtel, on vous dit, si vous mettez votre serviette par terre, on la change, si vous la laissez sur la barre. Il y a des hôtels qui mettent, il y a 74% des gens qui gardent la... 74%, c'est pas énorme. Moi, je vais les aider à passer à 75%. Mais si on dit, vous faites ça, il faut engager, je veux dire, c'est comme, on a tous des appareils électriques avec des... branchés, donc de la veille, partout. Ouais. Ça consomme, c'est énorme ce que ça consomme. Je veux dire, si on débranchait nos trucs, c'est pour ça qu'on fait des frigos qui consomment moins, mais on a multiplié les frigos dans toute la maison avec tous les appareils électriques. Alors le frigo, il est tout content d'être catégorie A et tout le reste, on n'en parle pas. Donc on a des prises électriques avec un petit truc, un rond autour qui est rouge, orange, vert. Soit il est en marche, il est rouge, et puis on le débranche. Donc voilà, c'était des nudges, quelque chose qui aide à améliorer les choses. Je pensais que ça allait se développer, c'était génial. Mais pas du tout. Je pense... Et puis alors, il y avait mes tops. Alors, les tops, c'est facile. Le premier, j'ai mis, c'est la fin de l'hypermarché. Alors, il y a pas mal de gens qui disent que... alors, c'était pas... Enfin, il y avait la fin de l'hypermarché et la chute de Carrefour. J'avais mis les deux. C'était vraiment dans mon premier signal. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout simple. La démarche, ma réflexion était tout simple. L'hypermarché a été créé avec une moyenne de personnes par ménage de 3,3. Aujourd'hui, c'est 2,3. Une personne en moins, c'est gigantesque. 3,3, 2,3. Des gens en moyenne un petit peu plus âgés. Des manières de consommer différentes, etc. Enfin, il n'y avait plus besoin de telle superficie, des hypermarchés qui sont maintenant joignables autrement qu'en voiture, etc. Enfin bon. Et je pensais surtout à Carrefour, et j'avais une copine qui m'a dit non, je ne vais pas te présenter directeur de marketing de Carrefour parce que je vais perdre mon client. C'est le client qui a été viré en l'occurrence. Voilà. Il y avait un top, c'est 2004. Je m'étais amusé à décrire, à l'occasion du 1er avril, j'avais fait une lettre spéciale 1er avril, un poisson d'avril, j'avais décrit les Google Glass. Alors j'étais très content là, de les avoir décrits, sauf que ça ne marche pas. C'est un des flops de 2014. Il y avait des choses que... Alors là, oui, la crise des banlieues, je l'avais bien senti. Les micro-usines, c'était un truc, en 2006, Danone a un développement... Danone fait deux choses en 2006. C'est d'une part, il organise ses centres de production en France par énormes usines qui sont spécialisées. Il y a 5 marques, 5 usines dans toute la France. Et puis, en même temps, je crois que c'était au Bangladesh, avec Mohamed Younous, il développe les Danone, les Madame Danone qui se baladent en vélo et qui vont vendre des yaourts à l'unité. Alors pour vendre des yaourts à l'unité, on n'a pas besoin d'usines comme en France, on fabrique des petites usines. Et en même temps, alors ça c'était 2006, alors je ne sais pas de quand datait la crise économique d'Argentine. 2001, il y avait... Et ça m'avait frappé que quelques années avant, des gens comme Nestlé ou autres ne vendaient plus des gros emballages, vendaient des petits emballages. Et je me suis dit, j'avais lu aussi une étude qu'en Autriche, dans les Alpes, on tondait l'herbe. On tond l'herbe. Bon, j'ai jamais vu de tondre l'herbe en France, on fait passer un troupeau de vaches ou de moutons. Là, ils tondent l'herbe, ils récupèrent l'herbe et ils sortent le jus de l'herbe qui va dans l'industrie chimique et ils font brûler le détritus qui est sec pour se chauffer. Et c'était des toutes petites unités. Et je me suis dit, mais on va vers des petits sites de production. Et j'ai développé pendant un certain temps une notion de micro-usine. Comme la production du biogaz, en fait. Oui, par le méthane, etc., la méthanisation. Et donc, c'était des petits centres de production. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, alors j'avais beaucoup de formations à l'époque dans le cadre des échos, donc j'ai beaucoup d'industriels, me disaient, mais c'est juste, mais je vois pas trop. Et les gens me disaient, c'est juste, c'est pas bête, mais... Et en fait, c'est en train de se développer, c'est l'impression 3D. Oui. L'imprimante 3D, c'est l'équivalent de la micro-usine. Donc en fait, alors après, il y a aussi les centres de méthanisation, il y a les micro, comment on appelle, hydroliennes.
C'est-à-dire qu'on produit son énergie. On peut l'avoir chez soi, dans ses tuyaux d'eau, et chaque fois qu'on attire... Alors, je pense qu'on y arrivera un jour, mais de récupérer de l'énergie, peut-être que quand on marche, quand on s'assoit, enfin je sais pas, récupérer de l'énergie qui est dépensée, etc. C'est les bâtiments à énergie positive, enfin ça va dans le sens... Oui, exactement. C'est-à-dire que l'énergie n'est plus quelque chose d'immense. Alors c'est pour ça que nous, avec nos EPR, on est peut-être complètement à côté de la plaque, alors que d'autres Japonais sont en train de développer des centrales nucléaires, je ne sais plus si c'est 10 fois ou 100 fois plus petit que l'EPR. On parle de la génération X, enfin les baby boomers, génération X, génération Y, et après génération Z. Pour moi, il n'y a pas de génération Z, il y a une génération alpha. Alors pourquoi ? Je le fais très bref. C'est parce qu'on est sur cette génération alpha, elle a complètement un autre système de pensée. Ça fait partie de son mental absolu. C'est rentré dedans. Alors ça, ou tous les outils qui rentrent avec. C'est-à-dire c'est une rupture profonde. Il y avait déjà une rupture avec la génération baby boomer et la génération X. Ça, c'était le plus grand choc générationnel de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire c'est la première fois que des enfants apprenaient à leurs parents. Vraiment, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. C'est toujours les parents qui apprennent aux enfants. Là, on est vraiment sur des choses aussi essentielles que de savoir toucher la télé, je veux dire, toucher l'ordinateur. Donc la génération alpha, elle est complètement autre. C'est la génération si on veut, c'est la génération du MOOC, donc de l'école inversée. C'est l'école inversée, c'est-à-dire que l'école n'est pas là pour lire ce qu'il faut apprendre, mais l'école est là pour vérifier si on a compris. C'est totalement différent pour un enseignant. J'ai cru comprendre. On est d'accord que c'est complètement... L'enseignant, sa valeur ajoutée n'est plus d'être un puits de savoir, mais d'être un coach. Mais oui, parce que tout ce qu'on veut savoir, si je veux savoir ce que c'est qu'Henri IV, je tape Henri IV et je le sais, mais le problème n'est pas de le savoir, c'est qu'est-ce que je vais en faire. De l'information. Alors, on arrive à ce moment-là à un monde... Alors, tout le système est en train de se modifier sur cette génération alpha, la manière de réagir, de se comporter, de fonctionner, de discuter, de bouger, etc. Bon, évidemment, tout ça, ça n'est pas du jour au lendemain, mais ça naît grosso modo depuis 2000. Ça a commencé avant. Moi, j'ai des alphas à la maison, ils sont nés à la fin des années 80, enfin dans les années 80. Mais bon, c'est quand même une mutation très importante. Et mes enfants, qui sont nés en 83, 85, 87, voient des petits gamins, ils disent, mais attends, ça a complètement changé. Eux-mêmes disent, alors que j'en ai un qui a créé une école sur Internet, une école de jeux sur Internet, enfin des trucs comme ça, ils sont fondus, mais quand ils voient les petits gamins de 8-9 ans qui apparaissent, ils disent, attends, je suis dépassé, moi. Eh bien, on arrive à une génération où, à mon sens, le QE est plus important que le QI. Le QI, c'est le coefficient intellectuel. Alors, on dit Q, c'est quotient. Et maintenant, le QE, c'est le quotient émotionnel. Or, la richesse de l'individu, elle est là. L'homme n'est pas un algorithme. C'est-à-dire l'homme qui n'arrive pas à être dans cette position de dire « je ne suis pas un algorithme, je suis quelqu'un qui imagine des choses », lui, il est dans la phase de la création. Celui qui n'est pas là-dedans, il est en phase d'exécution. Et aujourd'hui, il y a des gens d'exécution. Je connais des gens, ils sont très bons pour remplir des cases. Mais dès qu'on leur demande d'imaginer le système de cases, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas. Et c'est le principe de Peter, il ne faut surtout pas leur demander, ils ne savent pas le faire. Donc tout le monde n'est pas là-dedans. Mais le quotient émotionnel, enfin, c'est les gens où l'émotion, la créativité, ces choses-là sont très fortes. C'est-à-dire et là, ça ne peut pas être remplacé par le robot. Parce que l'ère du numérique, c'est l'ère du robot.